Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une nouvelle session d'infos, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte. Aujourd'hui, École du Monde, on fait nos valises, nos bagages. Ouais. Nos valoches. Je t'ai fait un mix encore une fois, c'est incroyable. Tu sens la fin de saison. Et direction sans plus tarder la Norvège. Le système éducatif est aussi performant que celui de la Finlande ou du Danemark. On se posera dans un instant la question, l'élément de réponse avec Mathilde Wessels. Dans un instant, de la crèche à l'université, les Norvégiens laissent une place importante aux apprentissages au grand air. Oui, en plein air, ça peut nous surprendre, mais pour eux, c'est tout à fait normal. On leur demandera pourquoi et surtout quels sont les bienfaits de ce type d'apprentissage. Et puis la théorie, c'est bien, expérimenter, c'est encore mieux. On verra avec nos invités quelle est la place de la pratique, de l'expérimentation, quelles évolutions de système éducatif à l'ère du numérique. Là aussi, on posera la question à nos invités. Christelle Gazotti-Lund, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation via Skype. Vous êtes professeur des écoles certifiées. Bonjour, spécialisée FLE et consultante en langue française. On est également via Skype avec Tristan Hauve. Bonjour Tristan, professeur dans un lycée public, bonjour, dans la commune de Vesnes, ça se trouve dans le nord-ouest du pays. On converse avec vous juste après la loupe et la présentation du système éducatif norvégien avec Mathilde Wessels. C'est parti. Salut Mathilde. Salut. On n'avait pas encore fait la Norvège, dis donc. Non, c'est vrai, on en a fait des pays scandinaves. Finlande, Danemark et tout, mais on avait boudé les Norvégiens, c'est un scandale. Ouais. Alors que c'est un très beau pays, pareil. Magnifique. Je ne connais pas, mais c'est magnifique. Écoute, j'ai hâte aussi d'y aller, effectivement, même si j'ai cru comprendre que tu avais opté pour le Portugal dans ces prochaines semaines. Oh, je dis tout. Oui, je dis tout. Bon, je dis tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Soleil, plage. Soleil, plage. Il y a du soleil aussi cet été en Norvège. Parle-nous un petit peu du système éducatif là-bas. Oui, alors pour commencer, la Norvège est un pays d'Europe du Nord situé dans le nord-ouest de la péninsule scandinave qu'elle partage avec la Suède. Elle possède également des frontières avec la Finlande et la Russie. La Norvège compte 5,5 millions d'habitants. Il faut savoir que la Norvège, après l'Islande, très beau pays aussi, et la Russie, c'est le pays le moins densément peuplé d'Europe. Concernant l'école, alors elle est obligatoire et gratuite. Il existe des écoles privées évidemment payantes. On commence donc par le barnéage, ou je ne sais pas comment on le dit, mais enfin en tout cas nos invités me corrigeront, qui correspond à la crèche et à la maternelle. En France, elle accueille les enfants donc de 1 à 6 ans, les enfants ne sont pas regroupés par classe. Et surtout, dès la petite enfance, on leur apprend à connaître les autres enfants, à être attentifs, devenir plus indépendants, à être préparés pour commencer l'école. On favorise aussi l'inclusion et on prévient le plus tôt possible, en tout cas, le harcèlement scolaire. Les enfants aussi qui ont des besoins particuliers peuvent avoir droit à un soutien et à une orientation pédagogique. Et donc, à partir de 6 ans, l'enfant entre tout naturellement à l'école. Et voilà, exactement, comme en France. Ça s'appelle la Grundskole, qui est divisée en 2. Barnskole, les enfants ont entre 6 et 12 ans, donc on parle évidemment d'école primaire. Et puis ensuite, il y a le Ungdomsskole. Les enfants ont entre 13 et 15 ans, ce qui correspond au collège. Et au niveau du système de notation, ça se passe comment ? Alors, les élèves ne sont absolument pas notés en primaire. Le rêve de tous les enfants français. Évidemment, grosse différence donc avec notre pays. Évidemment, les enfants sont quand même interrogés. Enfin, c'est pas non plus la colonie de vacances. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ils ont quand même des interrogations, mais il n'y a pas de notes à la fin. Concernant le collège, les notes apparaissent enfin et elles vont de 1 à 6. 1, c'est la plus mauvaise, donc il n'y a pas de 0. D'accord. Et 6, c'est la meilleure note. Je sens le vécu, là, l'histoire du 0, là. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que le 0, c'est toujours un peu... Le petit 0 qui est en plus, avec 3 traits en dessous, moi, ça m'a marqué. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup. Comment se passe le système de notes là-bas, on en a parlé. Comment s'organisent les cours ? Alors, fidèle au pays scandinave, en Norvège, les journées sont beaucoup plus courtes qu'en France. Mais attention, parmi les conséquences de cette organisation plutôt légère, les vacances sont évidemment plus courtes. Il y a seulement une semaine en octobre, 10 jours à Noël au lieu de 15 en France. Donc au final, les élèves norvégiens ont autant d'heures de cours que les élèves français. Comment se passent les après-midi effectivement dans le système éducatif norvégien ? Est-ce qu'il y a des activités extrascolaires et surtout, même périscolaires, qu'est-ce qui est prévu ? Effectivement, les Norvégiens appellent ça les SFO ou SFO, qui se déroulent dans l'établissement ou juste à côté de l'école. Il s'agit d'activités culturelles et récréatives. Ces activités mettent en avant l'appartenance et l'amitié et sont vraiment importantes pour le développement social, culturel et linguistique des enfants. Mais la participation à ces activités est basée sur le volontariat, donc ce n'est pas obligatoire. Qu'en est-il du lycée ? Alors,
le nom est un peu plus hardcore, je vous le cache pas. Wiedergändeoplaring, c'est un même mot, hein, qui correspond au lycée, puisque les enfants ont entre 16 et 18 ans. Enfin, les enfants, les adolescents. Les élèves choisissent un peu comme en France, 5 spécialités qui donnent accès donc aux études universitaires. Et pour le bac professionnel, ce sont cette fois 10 spécialités qui sont à choisir. Vous avez été parfaite, j'adore la prononciation. Merci. La petite session phonétique tout de suite avec nos deux invités, c'est parti. Et nos deux invités, je vous les représente, Tristan Hoff et Christelle Gazzotti-Lundt. Merci d'être avec nous. Je vais essayer de retrouver l'un des premiers mots qu'a prononcé Mathilde. C'est quoi? C'était Barnehage, tu disais, c'est ça? Barnehage, comment on dit? Barnehage. T'étais pas loin. Ouais, Barnehage, t'étais pas loin. Et pour le lycée, ça donne quoi? Alors on dit Wiedergändeoplaring. Okay. Ah ouais, non, on était très loin. Alors celui-là, on était très loin. Tristan, comment on pourrait résumer la philosophie des apprentissages, la philosophie du système éducatif en Norvège? Est-ce que ça se rapproche de ce qui se fait en Suède ou au Danemark, qu'on a déjà étudié, nous, ici, à School TV? Alors, je connais pas trop les autres systèmes scandinaves, mais comme j'ai été au lycée en France, c'est plus inclusif. Donc, il y a beaucoup plus... les relations entre professeurs et élèves sont hyper importantes. Et il n'y a pas cette distance entre le professeur et l'élève comme peut y avoir en France. Donc, c'est très différent à ce niveau-là. Et il y a eu une nouvelle réforme des lycées en 2020 qui est beaucoup plus sur la pertinence de l'apprentissage pour eux, donc qui voient que ça serve à quelque chose. Et puis, beaucoup plus l'accès sur la compréhension globale des choses, les matières qui comprennent des choses entre les matières et pas forcément que les mathématiques sont d'une partie, le SVT soit d'une partie, l'EPS soit d'une partie. On essaie de faire des projets entre les classes et les matières, en fait. Est-ce que, Christelle, vous diriez que l'empathie, c'est l'une des pièces maîtresses, la pièce centrale de cette éducation, et cela dès le plus jeune âge pour les petits Norvégiens, l'empathie? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'empathie, la bienveillance, il y a vraiment un esprit où le professeur ou bien les personnes qui travaillent dans le Barnehage essayent vraiment d'inclure et de faire en sorte que l'enfant se sente bien dans son milieu scolaire. Et c'est très, très important en Norvège. Tristan, vous diriez que cette éducation est positive, altruiste, elle participe au fait justement que le pays soit toujours dans les classements des pays où il faut toujours le bon vivre. Oui, effectivement, il y a très peu d'élèves qu'on laisse tomber. On ne laisse pas tomber des élèves si des élèves ont des grosses difficultés, même des élèves qui auraient des gros problèmes comportementaux. On va toujours essayer de les garder au plus possible. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire redoubler les élèves en Norvège, parce qu'on essaie vraiment de les faire rester à l'école, parce qu'on... Le système dit que c'est vraiment l'école où ils sont le mieux, quoi. Donc on essaie vraiment de les garder ici à l'école le plus possible. Mathilde? Oui, on parle beaucoup de harcèlement scolaire, nous, en France. Est-ce que vous avez le même fléau chez vous en Norvège ou pas? Ou c'est quand même moins fort? Je peux répondre pour mon école. On a les mêmes problèmes. Même dans mon école, on est 140 élèves. On a les mêmes problèmes de harcèlement scolaire, oui. Sauf qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se passent dès qu'on découvre un harcèlement. Donc déjà, ça doit être alerté par soit un élève, soit un professeur. Et après, on utilise une partie de la loi qui fait que les choses vont très vite dans la prise en charge. Et c'est pris très, très au sérieux. Oui. Christelle, vous souhaitez répondre? Oui. Dès qu'il y a... harcèlement, les professeurs sont informés et on discute tout de suite de la situation. C'est vraiment tout de suite pris en compte. On laisse pas du tout traîner les choses. Contrairement peut-être à ce qui se passe en France, le sentiment d'être soutenu par votre hiérarchie et le sentiment d'être aussi formé pour gérer ce type de situation, Christelle? Oui, tout à fait. C'est quelque chose... qui est vraiment traité avec grande importance dans les écoles et
Et dès qu'il y a quelque chose, il y a tout de suite une réaction de la part de tous les professeurs, de la hiérarchie, et on parle bien sûr, on va beaucoup communiquer avec les élèves. Tristan, en début d'émission, on parlait de cette proximité qu'a l'élève avec son professeur, et c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a connu en France. Et Tristan, si j'ai bien compris, vous avez connu effectivement les deux systèmes totalement différents. En quoi ça change la donne d'avoir cette proximité avec son professeur dès le plus jeune âge ? Les côtés positifs sont que on connaît bien les élèves et ils nous connaissent bien, donc on a beaucoup plus de compréhension l'un pour l'autre. Par exemple, si on a un mauvais jour ou si les élèves si on connaît un peu la situation à la maison des élèves, on peut avoir de la compréhension s'ils ont un mauvais jour ou si ça se passe mal à l'école. Et c'est plus facile d'avoir un respect mutuel si on les connaît bien et on essaie d'instaurer ça assez vite. Le côté négatif est que du coup, il y a des élèves qui vont profiter de cette proximité et vont essayer de nous prendre un peu comme des potes, et ça peut créer des problèmes au niveau de l'autorité. Christelle, on place où le curseur justement dans cette relation très jeune avec les élèves ? Alors, je pense qu'on arrive quand même à créer une distance. En Norvège, c'est comme dans les pays anglophones, on n'a pas le vouvoiement. C'est une grosse différence par rapport à la France, où on sent vraiment la hiérarchie en France du professeur par rapport à l'élève. Mais en Norvège, je pense qu'on arrive quand même à créer cette distance tout en étant proche de l'élève. Tout est dans la communication en fait avec l'élève, et je dirais que il y a quand même un respect de l'élève par rapport au professeur. On trouve ce respect. Christelle, comment ça se passe en primaire ? Est-ce qu'il y a plusieurs profs ? Parce que nous, en général, en primaire, on a un enseignant, un professeur. Vous en avez plusieurs, c'est ça ? Oui. À l'école primaire, il y a un professeur principal, donc en général qui fait le norvégien, qui fait l'anglais, et après il y a des professeurs pour l'EPS, pour la musique, pour l'art, donc il y a vraiment plusieurs professeurs dans une même classe. Oui. Tristan, un système privilégié, on l'a dit, un système éducatif qui privilégie cette relation avec le professeur et l'élève. Pas de système de notation, en tout cas dans les premières années, ça change la donne. Tristan, c'est fait aussi pour mettre en confiance, pour rendre un peu plus cet enseignement positif ? Alors oui, j'imagine c'est pour enlever la pression des notes en primaire. Après, moi, j'ai jamais enseigné en primaire, donc je peux pas parler pour les professeurs en primaire. Mais oui, je pense que c'est vraiment une question d'enlever la pression et que les élèves en primaire se focalisent plus sur autre chose en fait que les notes. Et comment on instaure justement cette concurrence, Tristan, cette compétition qui vient au fur et à mesure ? Vous pensez à quelle compétition ? À la compétition avec les notes, du coup. J'imagine que non ? C'est pas... Je vois Christelle me faire non. Voilà. Je vois Christelle me faire non, non ? Si ça vient au lycée justement où ils ont le bac et ils ont les notes qui comptent et il y a un contrôle continu, et aussi le fait qu'ils ne peuvent pas avoir 0 ou 1 dans une matière. S'ils ont 1 dans une matière, ils n'ont pas leur bac. Donc il faut vraiment qu'ils aient la moyenne dans toutes les matières. Après, tant qu'ils ont 2 sur 6 dans toutes les matières, ils ont leur bac. Donc c'est assez difficile au final de ne pas avoir son bac. D'accord. Christelle, je voulais faire non sur l'esprit compétition, non ? Oui. En fait, à l'école primaire, on ne veut surtout pas qu'il y ait de compétition entre les élèves. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne va pas donner de notes. Les élèves, en fait... évidemment que quand on est jeune, on va demander quelle est ta note. C'est surtout ça en France, et en Norvège justement, on va pas essayer de mettre les élèves en compétition. Je dirais que la compétition c'est pour le sport, mais pas à l'école, justement pour pas dévaloriser l'enfant dans son apprentissage.
C'est vrai que ça paraît idyllique, nous, vu de France, en tout cas pour les élèves, je pense, qui nous regardent, voilà, le fait de ne pas avoir de notes. Mais qu'en est-il peut-être du niveau scolaire? Est-ce qu'il y a des lacunes, comme il n'y a pas de notes? Je ne sais pas, c'est peut-être difficile aussi de s'évaluer, de savoir où on en est en termes de difficultés. Qu'en est-il du niveau scolaire, alors, en Norvège? Christelle. Alors, le niveau scolaire, enfin, j'ai pas les statistiques, hein, je peux pas vraiment. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dès qu'il y a des problèmes, l'élève est pris en charge en fait par les professeurs ou par voilà, donc il va être dirigé vers une personne qui va l'aider. Après, on peut, de toute façon, les élèves travaillent beaucoup sur informatique, hein, donc on peut tout de suite voir les niveaux des élèves. Mais dès que l'élève n'y arrive plus, en fait, il y a une personne qui va être chargée de l'aider. Ouais. Et effectivement, il n'y a aucun élève, comme le disait Tristan, qui est laissé sur le bas-côté au final. Ça, c'est, j'ai l'impression, un point fort véritablement de ce système norvégien. On en parle très souvent ici sur School TV. Effectivement, nous, ça nous fascine. On a fait des émissions sur le Danemark, sur la Suède. Aujourd'hui, c'est sur la Norvège. Et on parle toujours de ces folkskole. Alors, je ne sais pas si on dit les folkskole aussi en Norvège, de ces classes en plein air. J'ai l'impression que c'est une véritable marque de fabrique du système norvégien. Tristan, quelle est la plus-value justement de ces cours, que ce soit en forêt, en pleine nature, effectivement, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, là, vous avez nommé Folk Schools, Folk High Schools, qui est une année qui se passe après le lycée, justement, où les élèves souvent choisissent de faire une année en plein air. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, moi, après ma terminale en France. Et qu'est-ce qu'on fait justement là-bas? Ça, c'est une chose un peu différente. Tristan, qu'est-ce qu'on fait là-bas pendant cette Folk School, pendant un an, cette année un peu sabbatique en plein air? Qu'est-ce qu'on fait? On passe un an à camper? Alors en fait, on choisit une spécialité dans laquelle on veut on choisit une spécialité qui nous intéresse. D'accord. Une école il y a des écoles un peu partout en Norvège et après on fait ça pendant un an. Donc moi je suis allé pour le ski, donc j'ai fait du ski pendant un an dans une école comme ça. Après ça coûte de l'argent bien sûr. Oui. Il y a pas mal de Norvégiens qui prennent un prêt étudiant pour faire cette année-là, mais c'est en internat et ça nous permet vraiment de faire quelque chose qui nous plaît pendant un an. Et souvent, les Norvégiens vont faire ça pour pouvoir ensuite commencer l'université, s'ils ne sont pas sûrs de leur cursus comme moi à l'époque. Et en ce qui concerne les Forest School, les Forest Class, j'imagine, je ne sais pas si on les appelle comme ça en Norvège, Christelle, quelle est leur importance? On le fait avec quelle régularité là-bas? Et surtout, est-ce que ça fait partie intégrante de ce cursus scolaire, le fait d'être en plein air et de faire des cours en plein air? Alors, il y a un terme employé, ça s'appelle friluft. C'est en fait être à l'air libre. Et dès le plus jeune âge, les enfants vont sortir au moins une fois par semaine, faire une balade dès un an en fait. Donc avec leur petit sac à dos, ils sortent avec les professeurs. C'est une habitude. Frilust, c'est vraiment un état d'esprit, c'est être dehors dans la nature, manger dehors. Et comme on dit en Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements. Ouais. Et en fait, ça recoupe vraiment la situation, puisque quel que soit le temps, les élèves vont sortir. Jusqu'au lycée, les élèves sortent tout le temps. Au moins une fois par semaine en forêt ou faire une promenade. C'est aussi dans le programme de l'éducation norvégienne. D'accord. Je le dis toujours à Mathilde, moi. Il n'y a pas de mauvais temps avec de mauvais vêtements. C'est ce qu'on dit en Bretagne aussi. C'est ce qu'on dit effectivement en Bretagne. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Tristan, effectivement, cette école en plein air en Norvège? Parce que c'est vrai qu'ici en France on est très théorique, mais j'ai l'impression que vous apprenez quand même beaucoup sur le tas et au contact de la nature.
Alors moi je suis privilégié en étant prof d'EPS, du coup on est souvent dehors là, donc demain par exemple j'ai 2 classes que je vais emmener en canoë, juste dans le fjord en bas de l'école, donc j'arrive à le faire pendant 1 heure d'EPS, quoi, 2 heures d'EPS, on va faire du canoë. Et c'est vraiment ancré c'est vraiment ancré dans le programme scolaire en fait, surtout en EPS, donc du coup on est dehors énormément en forêt, on apprend à faire du feu, on apprend à faire des cabanes, même au lycée, hein. On fait du canoë, on fait des randonnées. C'est vraiment ancré quoi dans le programme. Et ça marche. À la différence de la France, est-ce que votre système à vous est décentralisé ou est-ce que chaque établissement a une certaine latitude pour choisir un petit peu ou adapter les programmes? Et est-ce que les parents d'élèves, pourquoi pas, ont leur mot à dire? Ça se passe comment chez vous, Christelle? Alors, évidemment, suivant où on se trouve dans le pays, il va y avoir les activités plus de ski, hein, ski de fond, ski alpin. Si on est peut-être plus du côté dans le sud, Kristiansand, ça va peut-être être plus des activités liées à la plage, j'imagine. Après, les parents s'impliquent au niveau à l'école maternelle, à l'école primaire, pardon, à l'école primaire. Voilà. Après, bon, évidemment, ils peuvent donner leur avis, mais je dirais que tout ce qui est organisation d'activités avec les parents, ça va être surtout à l'école primaire. D'accord. Tristan, est-ce que les parents mettent parfois la pression et est-ce qu'ils ont un quelconque impact sur telle ou telle partie du programme scolaire, comme dans d'autres pays où on a vu qu'effectivement ils ont leur mot à dire? Pas trop sur le programme scolaire, non. C'est plus sur la vie quotidienne de leur enfant, quoi. Par exemple, du fait c'est pas assez s'ils nous disent que leur enfant est malade. Il faut absolument qu'on ait un mot du médecin. Et on a du mal, les parents ont du mal à comprendre ça, par exemple, que c'est pas assez si eux confirment que leur enfant est malade au lycée. Il faut absolument qu'on ait un mot du médecin pour le confirmer. Donc on a des problèmes par rapport à ça. Et si on a bien sûr des problèmes de harcèlement et tout ça, on a pas mal de dialogue avec les parents ce qui peut s'avérer aussi problématique. Tristan, est-ce que vous pourriez enseigner en France? Ah, il n'y a pas les fjords, je sais, il n'y a pas les fjords. Il n'y a pas de canoë. Je sais pas si déjà je peux pas, il faudrait que je passe le concours de la fonction publique, donc déjà c'est mort. Bon, imaginez que vous avez le concours. Non, mais je pense que j'aurais du mal avec le système hiérarchique en France maintenant, après avoir goûté celui de Norvège. Je pense pas que le système norvégien soit le système parfait, parce que je pense qu'il y a du laxisme aussi dans ce système, mais le système français est un peu trop hiérarchisé et A4, comme on dit en norvégien, pour moi. Un peu trop carré, c'est ça? A4, c'est ça, la feuille A4? Un peu trop carré. Un peu trop rectangle, un peu trop carré. Même chose pour vous, Christelle? Bon, après, vous êtes prof de FLE. Ouais. Je connais les deux systèmes et je changerai pas du tout de système. Oh, le sourire qui en dit long. Je trouve que c'est l'école de la vie, l'école norvégienne. Comme dit Tristan, il y a des côtés négatifs, hein, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a tellement d'options pour les enfants. Et cette bienveillance que non, je ne changerai pas du tout pour le système français. L'info en plus avec Mathilde. On parle de bienveillance, Mathilde, mais surtout de vélo. Oui, effectivement. Je vais vous parler surtout d'un jeune garçon qui a décidé de faire un périple à vélo. Mais alors attention, pas un petit périple, un grand périple, puisqu'il part de Lyon pour aller jusqu'en Norvège afin de sensibiliser donc contre le cancer. Il s'appelle Thomas Anscout, il est étudiant. Il a donc décidé de pédaler pendant 70 jours contre le cancer. Il est parti le samedi 25 mars dernier. Il a parcouru 6200 km en traversant plusieurs pays, donc évidemment la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. Il est enfin arrivé en Norvège. Regardez, ça fait quand même rêver.
Bon, l'année prochaine, je vais en Norvège, je pense, en vacances. Les fjords, là, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Et Tristan nous en a parlé, effectivement, parce que tout à l'heure, il va donner un cours et en 1 heure, il peut faire 2 petits fjords. C'est ça, exactement. Non, c'est super. Tout va bien. Donc, on le voit sur ces images. Le but, donc, c'est de sensibiliser contre les maladies cancéreuses, dont son père, d'ailleurs, a été atteint. Alors, il va bien, puisqu'il est en rémission actuellement. Alors, ce n'est pas le premier à faire ce genre d'expédition. Déjà, l'année dernière, un groupe de jeunes se sont relayés pour rejoindre la Norvège à vélo depuis la région parisienne, Gennevilliers, et ainsi récolter des fonds aussi pour une association. Alors Tristan, vous qui êtes prof de PS, vous faites du canoë, mais vous faites du vélo aussi, j'imagine. Comment expliquer cette passion pour, en tout cas les Français, pour aller jusqu'en Norvège en vélo ? Parce que c'est beau, et puis on peut aller souvent, il y a le truc d'aller jusqu'au point nord de la Norvège, donc, qui est le Cap Nord, donc c'est tout un symbole de commencer en France et d'arriver jusqu'au point le plus au nord du continent européen. Je pense que ça appelle à beaucoup de gens et de traverser aussi les paysages norvégiens, quoi. Christelle, comment vous avez atterri en Norvège ? Je voulais avoir une expérience pratique. Lorsque j'étais en Master 2 français langue étrangère, je voulais commencer à travailler et j'ai trouvé un stage comme assistante de langue dans un lycée norvégien. Et j'ai aimé. Ça m'a pris du temps à apprendre la langue parce que je connaissais rien du tout du pays, de la langue. Mais j'ai adoré et comme je viens aussi de Savoie, le ski, c'est quelque chose en moi. Et j'ai simplement adoré le pays. Simplement adorer le pays sans même parler. Ce coup de foudre, avec un peu de recul, vous l'expliquez comment ? Au-delà de la montagne, j'ai compris, et de la beauté des paysages. Il y a toute cette culture aussi que vous avez peut-être réussi à apprivoiser en parlant leur langue ? Oui, déjà le système éducatif, c'est un système que j'aurais adoré avoir quand j'étais petite. Maintenant, j'ai 3 enfants qui sont dans le système norvégien et je trouve ça génial. Après, c'est une vie, je pense, pas plus simple, mais disons pour moi, je trouve qu'on vit plus avec la nature en Norvège. J'ai aussi le sentiment, en tout cas vous voir tous les deux et vous entendre parler de ce bien beau pays qu'est la Norvège. Merci infiniment à tous les deux, à Tristan Hof qui est professeur dans un lycée public dans le nord-ouest, effectivement de la Norvège, dans cette commune, très belle commune de Vestnes, et Christelle Gazotti Lund qui vit. Depuis combien de temps vous vivez en Norvège, Christelle ? 17 ans. Depuis 17 ans, dans ce bien beau pays. Moi, j'ai hâte d'aller le découvrir. Oui, moi aussi. Toi aussi, très bientôt. Très beau. Professeur des écoles, certifié, spécialité FLE et consultante en langue française. Un grand merci à tous les deux. C'était un véritable bonheur. Bon fjord, l'ami. Bon canoë. Vous nous avez donné envie de bon canoë et à très bientôt sur School TV Le Mag. Excellente journée. Ciao.